Bonjour, moi je suis Jade Parent, je suis étudiante à la maîtrise sous la direction d'Isabelle Ribaud à l'Université de Montréal et co-dirigée par Tagnon Mission à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vais vous présenter le projet de recherche sur lequel je travaille pour mon mémoire de maîtrise qui s'appelle donc Application d'une méthode en protéomique pour estimer le sexe d'individus archéologiques. Dans le fond, c'est une exploration des variations de la mortalité dans 3 cimetières historiques euro-québécois. Donc, dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, je vais surtout mettre l'accent sur les méthodes d'acquisition des données que j'ai utilisées, aborder brièvement les résultats préliminaires, puis mentionner ce qu'il me reste à faire dans mon projet. Donc, pour mieux comprendre la composition démographique des populations du passé, c'est vraiment important d'avoir des données fiables sur le sexe et l'âge des individus. Donc, à part l'ADN ancien, quand on estime le sexe d'un squelette adulte, il y a plusieurs méthodes basées sur des observations ou des mesures qui peuvent être utiles. Ces méthodes-là, c'est des méthodes qui sont basées sur des traits morphologiques sexuellement dimorphiques sur le crâne ou l'os coxal et le sacrum, et aussi basées sur des traits morphométriques, donc des mesures sur l'os coxal. Donc, malheureusement, vu que les traits dimorphiques se développent à la puberté, il y a peu de méthodes qui sont dites fiables ou qui sont applicables pour les juvéniles. Mais plus récemment, il y a une approche en protéomique qui est basée sur la détection de l'amélogénine, qui est une protéine présente dans les mailles dentaires et qui est associée au sexe, qui a été développée et qui semble assez fiable. Donc, dans les dernières années, cette méthode-là a été mise de l'avant de plus en plus lors de l'estimation du sexe, autant en contexte archéologique, médico-légal ou paléoanthropologique. Donc, pour simplifier les notions de protéomique, les protéines sont dérivées du génome, donc des gènes de chaque individu, puis certaines protéines ou une partie de certaines protéines qu'on appelle des chaînes de peptides peuvent être sexuellement spécifiques parce qu'elles codent soit pour le chromosome X présent chez les deux sexes, soit pour le chromosome Y présent chez les mâles. Donc, en analysant la présence de chaînes de peptides codant pour le chromosome Y dans la mélogénine qui provient de l'émail dentaire, on peut identifier de façon fiable les mâles dans un échantillon. Donc, plusieurs études comparent la fiabilité de l'estimation du sexe par la protéomique à celle de l'ADN ancien. Donc, notre objectif visait à tester cette méthode de protéomique-là sur 47 échantillons archéologiques provenant de 3 cimetières historiques euro-québécois, donc le cimetière de Notre-Dame au cœur de Montréal, le cimetière de Pointe-aux-Trembles, actif dans ce qui était alors une zone rurale de Montréal, et le cimetière de Sainte-Marie-de-Beauce, en Beauce, près de Québec. Donc, plusieurs objectifs de recherche nous intéressent pour ce projet. Premièrement, on voulait choisir le meilleur protocole pour extraire les protéines de l'émail dentaire et pour analyser l'amélogénine. Deuxièmement, on voulait savoir si les données d'estimation du sexe avec la protéomique étaient en accord ou en désaccord avec les données ostéologiques qui avaient été précédemment établies. Et dernièrement, on voulait analyser les proportions d'hommes versus de femmes ou de garçons versus de filles pour chaque échantillon de cimetière, puis mettre ces données-là en relation avec des données contextuelles, démographiques et historiques. Donc, en gros, on veut utiliser les nouvelles données de la protéomique pour raffiner les conclusions au niveau du sexe des études précédentes qui concernent ces 3 cimetières-là. Donc, comme je l'ai déjà dit, une protéine comme la mélogénine est composée de chaînes de peptides qui sont elles-mêmes composées d'une association de plusieurs acides aminés. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'extraire la mélogénine des dents archéologiques, puis avec un spectromètre de masse, de cibler des séquences d'acides aminés précises qui codent soit pour le chromosome X, soit pour le chromosome Y. Et la présence d'une séquence codant pour le Y indique directement que l'individu était de sexe masculin. Notre échantillon était composé de 52 molaires, principalement des premières molaires permanentes provenant de 47 individus, 23 juvéniles et 24 adultes. Et puis les 5 molaires supplémentaires ont servi à tester le protocole d'extraction. Pour tester le protocole, on a changé quelques variables dans nos analyses. Donc, on a testé le temps nécessaire pour une meilleure extraction des protéines, soit 5 minutes ou 1 heure. On a testé la surface la plus propice à l'extraction des protéines, soit en faisant une abrasion de la surface de la couronne d'une molaire ou en brisant les mailles en petits morceaux. On a aussi testé si c'était nécessaire de séparer les plus grosses protéines des plus petites de notre échantillon pour faciliter la tâche au spectromètre de masse en filtrant ou non l'échantillon dans sa phase liquide. 10 individus de Notre-Dame, 15 de Pointe-aux-Trembles et 22 de Sainte-Marie ont été analysés.
Puis les individus ont été choisis d'après le matériel ostéologique disponible. En plus d'avoir des molaires sur lesquels on pouvait échantillonner, les squelettes devaient avoir un crâne et ou des os du bassin pour estimer le sexe ostéologiquement chez les adultes et un ilium pour un os du bassin pour les juvéniles, même si ces méthodes-là ne sont pas fiables chez les individus prépubères, on en a quand même utilisé, histoire d'avoir un comparatif. On a d'abord estimé le sexe en analysant morphologiquement et avec des mesures le crâne et la ceinture pelvienne des individus. Puis, on a extrait les protéines selon le protocole que je vais vous présenter. Donc, la mélogénine a été extraite à l'Université du Québec à Trois-Rivières d'une manière minimalement destructrice en utilisant une solution acide pour faire une abrasion de la surface d'une couronne d'une molaire. Donc, on a adopté un protocole de Stewart et collègues de 2017. On a trempé la couronne dentaire dans 60 microlitres d'acide chlorhydrique à 5 qui a été mélangé à un inhibiteur de protéase. Donc, ça, dans le fond, la protéase, c'est une enzyme qui, elle, va décomposer les protéines. Donc, vous voulez empêcher que les protéines se décomposent pour notre analyse. La dent a trempé dans l'acide pendant 1 heure en utilisant le montage sur la photo pour déminéraliser les protéines qui sont prises dans la matrice minérale de l'émail. On a ensuite filtré la solution acide contenant les protéines déminéralisées avec un zip type C18, qui est en fait un embout de pipette avec une colonne de séparation ou un filtre, si on veut, à son extrémité. Le filtre, ce qu'il fait, c'est qu'il emprisonne les protéines selon différentes caractéristiques. Ici, ça se fait selon ce qu'on appelle un principe d'interaction hydrophobe. Donc, ça veut dire que les protéines vont se séparer selon si elles connectent avec des molécules d'eau, solution hydrique d'eau, ou pas. Les protéines hydrophobes passent à travers la membrane du filtre et restent prises à l'intérieur. Puis les protéines qui sont hydrophiles, celles qu'on ne veut pas, vont être évacuées directement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer les protéines qui sont prisonnières du filtre avec un tampon d'élution fait d'acétonitrile à 60% et d'acide formique à 0,1%. Puis cette solution-là, liquide, qu'on va recueillir après, va être analysée avec un spectromètre de masse par chromatographie liquide. Et nous, on a fait ces analyses-là à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal, ou l'IRIC. Donc, avec le spectromètre de masse, on a ciblé 40 chaînes de peptides sexuellement spécifiques de la mélogénine. Donc, ces chaînes-là sont reproduites dans le tableau. On peut prendre comme exemple la protéine qui a la chaîne de peptides, en fait, qui est pointée en bleu sur mon PowerPoint. Cette chaîne-là est composée de 7 acides aminés, donc les 7 lettres qu'on retrouve dans la chaîne. Puis les chaînes peuvent être ciblées en cherchant la séquence de lettres précises ou sa masse, qui est ici 440,2233. Parce que cette chaîne-là est spécifique au chromosome Y, sa présence dans un échantillon signifie que l'individu était de sexe masculin. Ce peptide spécifique-là a été ciblé dans toutes les études qu'on a lues sur le sujet concernant l'estimation du sexe avec la protéomique. Puis la présence de n'importe lequel des 18 peptides sur les 40 qui codent pour Y indique que l'individu était de sexe masculin. On a quand même décidé de cibler des peptides qui codent pour le chromosome X pour nous assurer que quand on n'avait pas de défection d'un peptide sur Y, on avait quand même réussi à recueillir des protéines tout court. Donc, les résultats obtenus à l'aide du spectromètre de masse nous sont fournis par l'IRIC sous forme de graphiques puis de diagrammes à bandes. Ici, on a l'exemple du peptide qu'on vient de voir, ciblé dans 23 échantillons au hasard. Donc, un pic dans un graphique, comme celui qui a un crochet vert, indique les ions libérés par l'action du spectromètre de masse sur les composantes moléculaires de l'échantillon avaient une certaine intensité. Donc, le pic égale l'intensité et ça révèle la présence du peptide dans l'échantillon. Au contraire, quand on a l'absence d'un pic, comme dans le graphique avec un X rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de relâchement d'énergie, donc aucune intensité détectée. Ça veut dire que le peptide n'était pas présent dans l'échantillon. Les diagrammes à bande, eux, montrent la présence des différents ions qui sont libérés, puis la largeur de la bande, c'est son intensité. Donc, si on regarde la bande avec ses couleurs,
qu'on met l'intensité et le nombre d'ions en relation, ça donne le graphique avec un pic qu'on voit juste en haut. Donc, ici, la présence du peptide dans certains de ces échantillons, donc on en a plusieurs qu'on peut voir un pic sur le graphique, ça veut dire que ces dents-là appartenaient à des hommes ou des garçons. Donc, même si la présence d'un seul peptide qui code pour Y est un indicateur direct du sexe masculin, l'absence de peptide qui code pour Y ne veut pas nécessairement dire que l'individu était de sexe féminin, parce que pour la plupart des échantillons, ce n'est pas tous les 18 peptides de Y qui sont détectés par le spectromètre de masse quand ils sont détectés. Et aussi parce que quand plusieurs peptides de Y sont détectés, ce n'est pas toujours les mêmes d'un échantillon à l'autre. Donc, même si l'appareil détecte un peptide de Y, il ne détecte pas tous. Ça veut dire que si aucun peptide de Y est détecté, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, mais parce que peut-être que son signal ou l'intensité des ions qui sont libérés était trop faible pour l'appareil, même avec un appareil qui est hyper sensible. C'est pour ça que c'est mieux quand on détermine un sexe, de dire que l'individu était probablement de sexe masculin ou féminin, au lieu de dire que le sexe était estimé avec certitude. Les résultats préliminaires du sexe estimés par protéomique jusqu'à maintenant sont presque parfaitement en accord avec les données recueillies sur les squelettes. Donc, sur 47 individus, 33 montrent un accord entre les deux méthodes et seulement 7 échantillons montraient une discordance. Donc, ici, sont en rouge dans les tableaux. On a aussi les tableaux pour les autres cimetières. Puis, un seul de ces échantillons-là, de tous les échantillons pour lesquels on a fait la protéomique, n'a pas généré de résultats sur les 47. Puis, pour 7 autres échantillons, il n'y avait pas d'estimation ostéologique avec laquelle comparer. Tous les échantillons qui présentaient un désaccord entre les deux méthodes provenaient de juvéniles, sauf pour un. Et ça, ce n'est pas étonnant vu que l'estimation du sexe ostéologique était peu fiable au départ pour les immatures. Donc, c'est vraiment pourquoi l'approche protéomique est utile pour estimer le sexe d'individus en contexte archéologique, surtout si on veut s'informer sur la mortalité relative au sexe chez les juvéniles. Donc, appliquer cette méthode-là pourrait générer une meilleure compréhension de la mortalité des populations du passé pour des vieilles et des nouvelles collections. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, premièrement, il faudra analyser statistiquement la corrélation du sexe estimé ostéologiquement avec celui estimé avec la protéomique en utilisant un test de Q-carré, entre autres. Puis, on prévoit aussi utiliser cette corrélation-là pour l'ensemble des données, puis pour chaque cimetière séparément, et en séparant les individus par groupe d'âge, soit adultes ou juvéniles. Et on veut aussi déterminer quels peptides sont des meilleurs marqueurs pour estimer le sexe selon leur fréquence de détection dans notre échantillon. Finalement, on veut pouvoir aussi commenter la mortalité dans les 3 cimetières selon leur contexte historique et démographique spécifique. Donc, comme nos échantillons sont quand même petits, on ne pourra pas parler de mortalité au sens large pour les cimetières. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu plus revisiter des données préexistantes sur la mortalité et spécifiquement la mortalité différentielle selon le sexe à l'aide de nos nouveaux résultats. Donc, se questionner si ce qui avait été fait avant avait bien été fait, puis comment on peut revoir ces données-là. Donc, c'est ça, on a terminé notre collection de données, puis l'extraction des protéines, le traitement au spectromètre de masse est terminé aussi. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est l'analyse plus en profondeur de nos résultats et les traitements statistiques des données. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. J'aurais une question. Je me demandais, je trouve ça super intéressant, là, ça met en lumière l'identité là, des juvéniles, ce qu'on ne peut pas vraiment faire là, quand on trouve leur sépulture. J'avais comme question en plusieurs volets. Là, vous avez fait ça sur les dents. Est-ce que ça peut se faire sur d'autres, des ossements, ou c'est spécifiquement sur les dents que l'analyse doit se faire? Puis je me demandais, dans le fond, dans un contexte là, d'archéologie privée, c'est-tu, je sais pas, là, je comprends que c'est fait dans un cadre académique et tout, puis je me demande à quel point qu'on pourrait appliquer cette méthode-là,
dans des interventions en milieu privé, puis ça serait quoi, dans le fond, le bon ratio à identifier, puis s'il y avait des façons particulières là, de prélèvement là, pour s'assurer que la méthode fonctionne. Question à multiples facettes. Parfait. Donc, premièrement, oui, on pourrait à date, la méthode a été surtout testée sur des dents. Et la raison principale pour ça, c'est que les dents se conservent souvent mieux en contexte archéologique que les os. Souvent, ça va arriver qu'on va trouver des dents même quand il n'y a pas d'os ou des trucs comme ça. Donc, au niveau de la conservation, les dents sont mieux. Donc, ils nous permettent de faire des analyses, même lorsqu'on n'aurait pas d'ossements avec lesquels comparer. Donc, on n'a pas de bassin, on n'a pas de crâne, comment on fait le sexe, ça pourrait être avec les dents. Le même principe un peu que l'ADN ancien, là, ils utilisent souvent les dents aussi pour la même raison. Puis pour des raisons de contamination, les dents sont souvent moins contaminées par les sols que les os, dû à leur composition. Puis, c'est sûr qu'en contexte de firmes archéologiques, c'est des analyses qui sont quand même dispendieuses, moins dispendieuses que l'ADN ancien. Donc, c'est sûr que dépendant des budgets, c'est pas toujours possible. Mais au niveau de l'expertise technique, je dirais que ça demande très peu de savoir technique, là. Donc, ce que j'ai fait, j'avais juste besoin d'un peu de matériel, donc de l'acide chlorhydrique, puis toutes mes quelques autres substances chimiques pour pouvoir faire mes analyses, mais avec un minimum un petit kit de chimie vraiment de base, on peut quand même faire, c'est quand même facile de faire les choses. Tout ce qui reste après, c'est l'analyse au spectromètre de masse. Puis, de toute façon, pour beaucoup de types d'analyses, que ça ne sera pas les chercheurs qui vont les faire eux-mêmes, ils vont envoyer des trucs. Donc, c'est réalisable. C'est sûr que la meilleure option reste toujours de faire les analyses visuelles, ostéologiques, parce que c'est le plus simple, parce que ça prend moins de temps, moins de ressources, puis moins de coûts. Mais voilà. Mais ça peut être un bon complément. Oui, ça peut être un bon complément, puis ça peut remplacer l'ADN ancien, vu que c'est un peu moins cher, ça demande moins d'expertise, puis il y avait une autre raison, mais oui, c'est ça. Donc, voilà.